Alors, voici les 4 membres de World Spirit, des Atikamekw qui sont avec nous ce soir. On les écoute d'abord. Donc, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer à écouter les écrivains qui vont être avec nous. Dans un salon du livre, on parle... Merci beaucoup. Dans un salon du livre, il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de styles, de littérature, de livres qui sont différents que souvent, on ne prend pas le temps de s'intéresser à un aspect en particulier. Et je pense que c'est l'importance c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Et le premier invité qu'on va avoir avec nous, c'est un peu, je dirais, l'éminence grise du monde, avec Joséphine Bacon, peut-être, du monde de la culture amérindienne au Québec. C'est Michel Noël, qui se définit comme un Québécois d'origine autochtone, qui est né, en réalité, de parents algonquiens, qui a vécu 14 ans le mode de vie traditionnel avec sa famille sur les rives du lac Kabonga et dans cette région-là qui est proche de l'Abitibi, la réserve faunique des Laurentides, qui, à 14 ans, donc, est allé dans le monde du Sud. Et c'est un peu ce qu'il nous raconte dans son livre qui s'appelle Miigwech. Avec mon accent québécois, je suis certain que je l'ai raté, là, mais... Et donc, c'est un roman d'apprentissage inspiré, donc, de sa jeunesse. Et c'est l'histoire, donc, d'un fils d'un gérant de poste de traite de la baie du Tson, qui va passer sa jeunesse avec les siens et qui, ensuite, va devoir partir. Monsieur Noël, voulez-vous vous joindre à nous? Venez-vous-en. Là, vous avez des secrets à nous montrer tantôt. Vous allez tous nous présenter ça. Mon coffre au trésor. Puis on commence fort. On commence avec un conteur. Oui.
Hein? Ah, ben, je vais commencer avec mon coffre au trésor. Oui, Parce que mon compte, il est dans le coffre. C'est vrai, vous avez le compte dans le coffre. J'ai le compte C'est un dans le coffre au trésor avec le compte dedans. C'est comme la banque, finalement. Oui. Ben, c'est plus une anecdote que je vais raconter. Les Inuits disent que ce qu'un homme a de plus précieux, c'est ce qu'il est capable de transporter avec lui. Oui. Donc, vous, le compte est dans le coffre que vous Oui, transportez. mais c'est parce qu'on peut transporter beaucoup de choses sur son dos. Hein? Imaginez les gens qui transportaient leur canot en écorce de bouleau sur leur dos. C'est quand Champlain est arrivé, et puis qu'il est arrivé à Tadoussac, puis il a rencontré Anada Bijou, puis tous les Amérindiens qui étaient là. Et il a vu ces canots en écorce de bouleau et il a trouvé que c'était génial. Et c'est vrai. Vous savez, ce qui est important de découvrir, c'est le génie d'un peuple. Et le génie d'un peuple, c'est souvent dans les choses qu'il fait à partir de son environnement. Et les Amérindiens faisaient ces magnifiques canaux en écorce de bouleau qui ont permis aux Européens, en très, très peu de temps, d'aller d'une mer à l'autre. Effectivement. Dans votre livre, Miigwech, qui s'adresse aux adolescents, hein, au public jeunesse... J'ai un lectorat de tous les âges. J'ai beaucoup de gens âgés parce qu'il y a quelque chose de très spécial avec ce livre-là. C'est autobiographique, c'est mon enfance. Ce sont les enseignements, surtout spirituels, de mon grand-père. Et puis, il n'y a pas longtemps, un soir, il y a une femme qui vient, qui l'achète. Elle retourne chez elle, puis elle revient le lendemain. Elle l'avait lu, puis elle dit, Monsieur Noël, elle dit, ce livre-là, je ne le mets pas dans ma bibliothèque. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, c'est un livre de chevet. C'est un livre que je vais lire et relire et relire. Alors, j'ai trouvé que c'était un beau compliment, puis j'ai compris, je pense que c'est ça aussi. Ouais. C'est un livre de chevet et des... Je suis parti, par exemple, des réflexions... Michel Noël, dans ce livre-là, justement, là, vous racontez un certain nombre de choses importantes. Au départ, vous racontez comment on grandit, comment on est, et aussi comment la transmission se fait des anciens. Vous racontez, dans le fond, que vous étiez très près de votre grand-père et de votre père, mais de votre grand-père en particulier, et que, comme on entend souvent parler, on entend toujours parler que c'est le grand-père qui raconte aux jeunes, des fois, les gens se disent c'est un peu folklorique, mais non, c'est vraiment ça, comme ça que ça s'est passé pour vous. Votre grand-père vous a appris ce qui est important de spiritualité, Absolument, de savoir, absolument. de connaissance. Parce que chez les Amérindiens, on est très silencieux, on apprend beaucoup à regarder et à écouter. Donc, c'est l'exemple du grand-père d'abord. Et puis ensuite, mon père, il me disait, et j'en parle dans le livre, dans la vie, mon garçon, tu es responsable de ce que tu sais ou de ce que tu ne sais pas. C'est toi qui es responsable de... Si tu veux savoir des choses, regarde ton grand-père, puis si tu as des questions à lui poser, pose-lui les questions. Si tu veux rien savoir, ne pose pas de questions. Puis c'est vrai dans la vie. On sait pas tout, même qu'on ne sait pas grand-chose. Alors, quand on veut savoir quelque chose, on pose des questions. Vous êtes né en 1941, c'est ça, si je me souviens bien? Ah, ben je suis pas si vieux que ça. 50 quelle année vous êtes né? Je suis né en 44. Bon. J'ai 71 ans. Bon, donc, vous êtes de la génération de ceux qui ont vu et qui ont vécu le mode de vie traditionnel, Oui. mais qui aussi ont vécu la transition vers ce qu'est la vie aujourd'hui. Donc, la fin, si on veut. Et vous racontez aussi dans le livre, c'est un des éléments très touchants, la grande inquiétude que les gens avaient à l'époque devant l'envahissement de la forêt. Absolument. Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'on prend pour acquis que ça a toujours été comme ça, parce que nous, on a connu ça comme ça ici. Mais les Amérindiens vivaient là et ont vécu un envahissement de leur territoire par les compagnies forestières qui sont venues prendre le territoire. Vous savez, s'il y a encore des arbres debout dans le parc La Vérendrye et à plusieurs endroits au Québec, ça dépend des Amérindiens. Ce sont les Amérindiens qui, les premiers, entre autres dans le parc La Vérendrye, les Algonquins qui se sont levés, qui ont bloqué des routes, qui ont fait des barrages, qui ont manifesté, qui sont allés au gouvernement pour dire « arrêtez de couper des arbres ». Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça doit être angoissant quand vous étiez jeune de voir ça, cet envahissement-là. Au début, c'était... c'était presque très insinueux. Ça arrivait comme ça, puis on regardait ça. Et puis, à l'époque, on disait qu'on ne pouvait pas être contre le progrès. Ben Puis ça aussi, on l'a vendu aux Amérindiens. On ne peut pas être contre le progrès. On le conteste aujourd'hui. Regardez avec les pipelines puis tout ça, on dit ça a beau être le progrès, mais la qualité de notre vie puis nos traditions puis tout ça, faut les conserver. Donc, vous, alors, Michel Noël, c'était très inquiétant. Vous avez vécu donc la fin, entre guillemets, de ce mode de vie-là qui existait depuis des millénaires. Je dis que c'est un privilège que j'ai eu. Vous êtes la dernière génération de gens qui sont nés dans le bois. Oui, mais je ne suis pas le seul. Non. Mais mes amis amérindiens me disent
Michel, toi, tu te souviens de ça. Parce qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vécu. Mais moi, je me souviens de ça. Je me couchais le soir, puis je me racontais les histoires que ma grand-mère m'avait racontées, puis tout ça. Puis je me disais, c'est tellement beau, il faut garder ça. Il faut compter ça aux générations futures. C'est pour ça que Miigwech, ça s'appelle Portrait d'un passeur d'histoire. On n'est pas nombreux comme ça. C'est comme si la vie ou le destin nous avait choisis pour être des porteurs d'histoire. Alors, vous, Michel Noël, vous avez justement fait ce choix-là. Et Miigwech, dans le livre, à 14 ans, après la mort de son grand-père, qui pour lui est comme une page qui se tourne et qui se ferme sur un monde, Oui, l'envahissement du territoire par les compagnies oui. forestières va décider, parce qu'en même temps, vous étiez attiré par le Sud aussi, vous avez une curiosité pour ce Oui. monde-là, et le Miigwech va décider de quitter la forêt et le monde dans lequel il a grandi pour aller au Sud pour mieux s'outiller pour défendre son pays. C'est ce que vous avez fait Ouais. dans la vie, vous. Moi, je suis parti. D'abord, il y avait eu une consultation entre mon père et ma grand-mère. Mon père était un homme assez particulier. Vous savez, ma mère, ce qu'elle avait d'important à la maison, c'était sa lampe à l'huile, la lampe à ladin. Pourquoi? Parce que c'est la lumière, OK. parce que c'est la chaleur, puis parce qu'elle était d'origine urbaine ou villageoise et ça lui rappelait sa vie avec sa famille, puis tout ça. C'était une lampe à ladin. La seule chose que j'ai, puis je ne sais pas comment, mais j'ai encore la lampe à ladin de ma mère chez moi, dans ma salle à manger. Puis mon père, lui, ce qu'il avait d'important, c'était une radio à l'époque, en bois, une grosse boîte à peu près comme ça, et puis avec une batterie Ever Ready, là, qui était plus grosse encore que la radio. Et puis mon père, le soir, il se mettait là, puis il s'intonisait, là, puis vous savez, c'était mince, là, puis pour essayer d'apprendre des nouvelles, puis c'était à la fin de la guerre. Je suis né en 44, donc c'était 44 jusqu'aux années 50. Et il avait cette ouverture sur le monde. Alors lui, il pouvait parler de l'Allemagne, il pouvait parler de la Belgique, de la France. Il avait cette ouverture comme ça sur le monde. Et il savait très, très bien que la vie traditionnelle des Amérindiens était en désuétude. Et comment il vivait ça? Comment il vivait ça? Mon père était... D'abord, je peux difficilement vous dire ce que ça aurait donné. Parce que mon père est mort, il avait 45 ans. Ma mère avait 47 ans. Ils sont morts le même été. Et souvent, les gens me disent, ils sont morts de quoi? Ils sont morts de misère. La vie dans une communauté amérindienne, puis en forêt à l'époque, était une vie extrêmement difficile. Donc, C'est aujourd'hui... intéressant ce que vous dites, parce que moi, ma grand-mère, Oui. qui a vécu à Mastoyage, disait toujours on n'était pas dans la misère. Oui, bien, nous, on vivait dans les camps forestiers. Et puis, je ne vais pas inciter là-dessus, mais je sais ce que c'est qu'avoir froid. Puis, je sais ce que c'est qu'avoir faim. Et puis, la violence familiale, moi, je sais ce que c'est. Et puis, bon, ben, je pourrais vous en parler, excepté que dans ma vie, moi, ça n'a pas été un obstacle, ça a été un défi. Je m'en suis sorti, puis aujourd'hui, je fais une très, très belle vie. Puis il y a beaucoup d'Amérindiens comme moi, puis comme toi, là, aujourd'hui, qui faisons de très, très belles vies. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'aurais tellement de questions à poser à mes parents. À 20 ans, 21 ans, 22 ans, on ne les pose pas, ces questions-là. Je dis ça, moi aussi, des fois, à propos de ma grand-mère. Moi, ce qui me sauve, puis ce qui m'aide, c'est que j'ai une mémoire visuelle absolument extraordinaire. Puis si vous voulez faire une belle expérience, revivez votre vie à l'envers. Vous allez voir, c'est pas facile, mais remontez dans le temps. Puis moi, je remonte souvent dans le temps pour essayer de trouver le plus vieux souvenir que je peux avoir, le plus jeune ou le plus vieux, si vous voulez, le plus vieux souvenir. Et toute ma vie, je la possède comme ça, sur le bout de mes doigts. Pourquoi aussi? C'est parce que mes livres sont, j'ai au-dessus d'une centaine de livres aujourd'hui, ils sont tous autobiographiques. Pour écrire un livre, moi, il faut que je parte d'une émotion très, très forte que j'ai vécue. J'ai fait 3 crashs en avion chez les Inuits, puis je m'en suis tout le temps sorti, mais je m'en suis sorti avec des espèces de traumatismes. Je me suis guéri en écrivant. Je me suis guéri, j'ai fait si vous voulez, le deuil de mes parents en écrivant. J'ai appris à connaître ma mère en écrivant sur elle. Ce qui fait que ça avive beaucoup, beaucoup mes souvenirs et mon esprit. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, M. Noël, parce que même si vous nous dites j'ai vécu une vie qui était difficile, l'enfance était difficile, on était dans la misère et mes parents sont morts de misère, en même temps,
Vous êtes devenu par la suite un universitaire, vous êtes un ethnologue de formation, vous êtes devenu un écrivain extrêmement prolifique et vous vous êtes consacré, comme le personnage, passeur d'histoire, vous êtes consacré d'abord à raconter cette vie-là et à rapprocher les Autochtones de l'ensemble des Québécois. Oui. Ben, mais moi, qu'est-ce qui vous pense que poussait à ça? Vous auriez pu... instinctivement, j'étais comme ça. Moi, tout ce que j'ai vécu au cours de ma vie, ce sont des défis qui m'ont permis... Vous savez, si on me demandait aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça t'a donné, toi, d'écrire dans ta vie, je dirais, ça m'a permis d'aller au-delà de moi-même. Dans quel sens? Dans quel sens qu'il n'y a rien, moi, dans mon enfance, qui me prédestinait à devenir écrivain. Mon père savait à peine écrire, ma mère ne savait pas écrire. Mes grands-parents étaient de civilisation orale. Mon grand-papa, moi, il m'amenait en forêt parce qu'il voulait que je devienne un trappeur puis un chasseur comme lui. Et puis, je suis devenu un écrivain. Vraiment, j'ai fait tout. Mon prochain roman, vous savez, je vais vous donner un scoop, là. Ça va s'appeler « L'homme qui venait de loin ». Puis cet homme qui vient de loin, c'est moi. Parce que, vous savez, quand on atteint 70, 71 ans, qu'est-ce qu'on fait? On regarde derrière son épaule, hein? Et puis on regarde, c'est pas une autoroute que j'ai derrière, là, c'est un sentier, mais un sentier qui est très bien battu avec les mocassins de mes ancêtres et mes propres mocassins. Alors, on porte des jugements sur ce qu'on a vécu. Et, mais pourquoi vous avez senti le besoin de consacrer autant de temps et d'énergie? Vous dites passeur d'histoire, mais en même temps, rapprocheur de communauté. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir investir autant de vous-même? Parce que je suis métis. Oui, mais vous êtes... Un métis, là, vous savez ce que c'est qu'un métis? C'est un œuf à deux jaunes. Vous connaissez ça? Un œuf à deux jaunes, hein? C'est vrai. Pensez-y comme il faut, là. Un œuf à deux jaunes, un œuf, c'est un, avec un grand U. Du point de vue philosophique, il n'y a rien de plus entier qu'un œuf. Et puis dans l'œuf, vous avez deux jaunes. Ça veut dire que vous avez comme si c'était des ADN ou deux jaunes dans l'albumine, tout ça. Alors, j'écrivais cette semaine, je suis en train d'écrire un article, puis ça m'est venu. Je dis, c'est quoi un métis? Je pourrais vous dire bien des choses, mais les gens aiment bien qu'on ait des images. Alors, c'est ça. Et un métis, regardez les grands leaders politiques un peu partout en Afrique, partout à travers le monde. La plupart du temps, c'est des métis, puis on l'est tous métissés. Puis moi, j'ai toujours voulu jeter des ponts, réunir les cultures. Vous savez, les Québécois et les Amérindiens ne prennent pas conscience de ce qu'on a en commun, ce qu'on a ensemble. Je pourrais vous faire tout... les gens ne le voient pas, ça, dans notre... Là, c'est le compteur en vous qui s'enflamme, je le sens. Et c'est tant mieux parce que, justement, on va vouloir profiter de votre verve légendaire. Je le rappelle aux gens, le livre de Michel Noël, c'est Miigwech, je le prononce comme il faut. Oui, c'est très bon. Portrait d'un passeur d'histoire. Et évidemment, vous allez être ici en fin de semaine. Mais là, comme on va le faire avec chacun de nos invités, on va leur demander soit de faire une lecture et M. Noël va nous faire nous raconter un conte. Je vais vous montrer mon coffre au trésor. Mais avant, Miigwech, vous savez, ça veut dire merci. Puis pourquoi j'ai appelé mon livre Miigwech? Parce que je pense que dans toutes les langues, partout à travers le monde, le plus beau mot qu'on peut dire, c'est le mot « merci ». Mais un merci de générosité, un merci qu'on dit comme si c'était un cadeau que l'on fait aux gens. Le mot magique que les parents tentent d'apprendre aux enfants. Oui, mais dire merci en n'attendant rien en retour. Et puis moi, c'est pour dire merci à mon grand-père. Oui, vous faites bien de me couper la parole. Non, mais je sais, je vous vois venir, là. Oui. Alors, Ça, les longues soirées sur le bord du feu, on avait bien du temps, je le sais. Oui. Là, vous avez... allume le feu. Oui, c'est ça. Je vous donne 5 minutes. Là. Vous avez 10 OK, 5 minutes pour raconter. Ça me suffit. J'ai un beau panier ici qui vient de Manawan, en écorce de bouleau. Bon. Puis là-dedans, j'ai mis quelque chose qui est, pour moi, très, très précieux. Je l'ai emballé dans une peau de castor. Vous avez reconnu la peau de castor. Alors, je vais vous la laisser. Et j'ai ici une poupée qui est une poupée Innu, avec le costume traditionnel des Innu. Mais elle a une histoire très, très, très spéciale. D'abord, elle est très rare. On n'en trouve plus. Il y en a peut-être 2 au pays, puis je pense que c'est moi qui les ai. Alors, cette poupée-là, elle est spéciale parce que quand les Amérindiens vivaient de façon nomade, partaient à l'automne, en ce temps-ci, là, pour aller sur leur territoire de chasse, alors ils se préparaient. Puis la grand-maman, la Kokoum, elle faisait une poupée avec sa petite fille.
Et elle faisait la poupée, puis alors elle lui montrait à coudre, elle lui montrait parce que les vêtements de la poupée sont exactement les mêmes vêtements qu'elle aurait à faire plus tard. Excepté que quand la petite fille dormait le soir, ce qu'elle faisait, c'est que dans la poupée, savez-vous ce qu'elle mettait pour la bourrer? Elle mettait du thé. Elle mettait 1 kilo de thé. Donc, chez les Nascapi, elle s'appelle de Tea Doll, la poupée de thé. Puis chez les francophones, ça s'appelle... Et là, à l'automne, on partait en canot. Puis la petite fille, elle avait sa poupée. Puis elle portait sa poupée. Elle ne savait pas ce qu'elle portait, elle. Elle portait 1 kilo de thé. C'est important, le thé. C'est à peu près le breuvage le plus important. C'est le breuvage national des Amérindiens. Elle portait sa poupée en canot, puis après ça, en raquette dans son dos, puis tout ça. Rendu au mois de janvier, février, la réserve de thé de la famille était épuisée. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, la grand-maman? La nuit, elle décousait le dos de la poupée, puis elle avait un beau sac comme ça, puis elle mettait 1 kilo de thé. Bon, puis ils étaient bons pour 1 mois. Faisait travailler les enfants en cachette. Mais les enfants se rendaient utiles, ils ne le savaient pas. Alors, et puis là, elle prenait du poil d'orignal ou du poil de caribou, puis elle rebourrait la poupée, puis elle la donnait à la petite fille, puis la petite fille partait avec. Alors, c'est un très, très beau témoignage, je pense, de la culture traditionnelle des peuples autochtones. Et je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir vous la montrer et de pouvoir vous en parler. Puis si vous ne me croyez pas, vous viendrez voir. Ah, ça sent le thé. Voilà mon histoire. Michel Noël, merci beaucoup. C'est fort intéressant, encore une fois. Merci beaucoup. Alors, notre prochain invité, c'est un peu une légende partout où il passe. Et c'est quelqu'un qui a un parcours assez particulier. C'est un médecin qui a pratiqué la médecine. C'est un diplômé de littérature avec un doctorat en littérature, puis il a une maîtrise aussi en philosophie. C'est quelqu'un qui, visiblement, aimait beaucoup les études. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est professeur, si je ne m'abuse, de littérature et de médecine. Déjà, juste ça, on a quand même quelqu'un qui a comme les deux faces d'une pièce qui regarde chacun 2 mondes différents. Jean Désy a écrit un livre qui s'appelle « L'accoucheur en cuissarde », où il raconte en réalité, ce sont des récits. Chaque chapitre raconte un peu un épisode que lui-même a vécu dans son travail de médecin. Sur la Côte-Nord, où il a longtemps travaillé. Il a travaillé dans le coin de Havre-Saint-Pierre. Il a travaillé sur la Basse-Côte-Nord également, qui est une région, on le sait, éloignée, où les conditions de pratique de médecine sont difficiles, où il fréquente donc là, les Inuits, qui sont les gens qui vivent dans ce secteur-là aussi, avec les Blancs, sur un vaste territoire. Et il traite les Blancs comme il traite les Amérindiens aussi. Ensuite, il a travaillé aussi dans la région de Québec comme médecin. Il nous raconte ça aussi, où là, c'est une réalité qui est complètement différente. Et enfin, dans la 3e partie du livre, il nous raconte comment ça se passait quand il est allé dans le Grand Nord, où il a vécu au Nunavik, et où il a pratiqué là-bas avec les Inuits. On est dans un autre univers, parce que le Grand Nord, bien sûr, c'est le dernier grand désert nordique. C'est le tiers du territoire québécois, qui est un endroit qu'on connaît peu, mais qui est un endroit magnifique. Et Jean Désy est un amateur de pêche. C'est un pêcheur. Alors, il n'y a pas beaucoup de vie nocturne là-bas, mais il y a beaucoup de poissons à pêcher. Alors, ça le rendait heureux. Il est avec nous. On le retrouve tout de suite. Monsieur Désy, bonjour. Venez nous joindre. Bonjour. Ben oui, hein? Alors, j'ai parlé longtemps. Il reste 5 minutes seulement maintenant. Non. Pas de problème. Bonjour, Jean Désy. Merci beaucoup pour ce préambule exhaustif. J'ai lu votre livre, L'accoucheur en cuissarde. Vous parlez de médecine. Souvent, quand on pense à la médecine, on se rend compte on imagine que c'est réanimer des cardiaques. Il y a beaucoup de tuyauterie dans votre travail de médecin. Hein? Bien, c'est l'évidence même. Mais ça serait dramatique pour un poète ou pour un littéraire de penser qu'on est seulement au niveau de la tuyauterie si on croit vraiment à ce que peut représenter la médecine dans son meilleur sens. C'est certain que, oui, c'est probablement l'aspect le plus facile, entre guillemets, le plus intéressant d'un point de vue scientifique ou technoscientifique. Moi, j'aime beaucoup parler des relations d'âme à âme
et du soin comme étant un rapport d'âme à âme. Et là, on est vraiment dans une tuyauterie qui est plus spiritualiste que physique. Quand on vous lit, ça a quelque chose d'apaisant quand même, parce que c'est à la fois exigeant de vous lire, mais en même temps, on en ressent beaucoup d'humanité. Et on sent que dans votre travail, c'est quelque chose qui tient une place importante. L'humanité, les rapports entre les gens, que le lien, que le médecin fasse attention à l'infirmière, fasse attention aux patients, que les gens fassent attention les uns aux autres. Cette humanité-là, c'est très présent. Donc, ça a une grande importance pour vous. Mais c'est certain que je prends ça comme un compliment. Si c'est ce qui ressort de la couche en cuissarde, tant mieux. Mais c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, avec la couche en cuissarde, c'est remercier les étudiants en médecine que j'ai depuis 20 ans, puis leur dédier. Mais ça correspond vraiment à ma vision des choses. Pour revenir à votre présentation ou à votre question, je ne pense pas, moi, que le rapport de soins puisse se faire sans humanité. Je nierai jamais la valeur d'une chirurgie cardiaque si quelqu'un fait un infarctus du myocarde, mais c'est ponctuel et partiel comme thérapie. Sans faire une longue histoire, là, je pense que le soin véritable, c'est un soin qui fait qu'on se préoccupe de l'autre. Comme le patient lui-même doit se préoccuper du soignant. Le rapport soignant-soigné, c'est un rapport égalitaire où il y a quelqu'un qui a besoin d'aide puis il y a quelqu'un qui peut aider. C'est qu'une mère, une mère de famille qui s'occupe de son petit garçon de 5 ans qui fait de la fièvre pour une varicelle est soignante, mais au même titre que le meilleur neurochirurgien. Au même titre, il faut vraiment croire à ça. Donc, c'est la vision des choses que j'ai, puis c'est celle que j'essaie d'enseigner aussi aux étudiants en médecine. Et Jean-Désir, vous dites une chose assez étonnante aussi dans le livre. Vous dites que le médecin doit, pour soigner les gens, avoir une dose de bonheur en lui. Bien, moi, en tout cas, oui, je pense que c'est impossible d'être un soignant de qualité si on a envie de se pendre. Je veux dire, En quoi ça faut être le bonheur? En fait, il faut faire attention. Ce mot bonheur est toujours un peu difficile, là. Prenons le mot bonheur dans le sens de cette capacité d'être dans un état de bien-être suffisant pour apporter des soins à quelqu'un qui a besoin d'aide. Mettons que ce n'est pas nécessaire d'être euphorique, ce n'est pas nécessaire de chanter tout le temps, là, mais en fait, l'idée, c'est que on peut imaginer qu'un robot ou une machine est un être parfois extraordinaire. Un être, tiens, j'ai dit un être, c'est même pas un lapsus, qui peut être d'une efficacité hallucinante, mais qui ne peut pas, à mon sens, pour l'instant, être le représentant du bonheur. Je dis ça parce que la technoscience fait en sorte qu'on a de plus en plus l'impression qu'on va être soigné par des machines, comme on va être dirigé par des machines. Il y a quelque chose qui me déplaît. Si j'aime la littérature, les poètes, si j'aime Marie-Christine puis Michel Noël, c'est parce que quelque part, ils m'amènent dans un monde qui me semble nettement plus proche du monde dans lequel on doit évoluer. Mais en même temps, la médecine, c'est scientifique. C'est de longues années d'études pour connaître La médecine contemporaine est devenue presque totalement scientiste, avec des avancées techniques hallucinantes. Mais peut-être que le soin de l'âme s'en trouve dépourvu. Peut-être que la médecine technoscientifique est de moins en moins capable d'aborder les maux de l'âme. Les mots... la médecine psychiatrique a une efficacité réelle. Mais en tout cas, il faut mettre des... Je pense, moi, que les arts, comme la littérature, sont surtout pas des luxes si on pense en fonction des soins qu'on doit apporter à tout le monde et que être soignant, c'est pas nécessairement être médecin. Il y a des infirmières, il y a des travailleurs sociaux. En fait, on est tous, à un moment donné, le soignant de quelqu'un et le soigné de quelqu'un. Je veux dire, si tantôt, moi, je me lève puis je tombe à terre en arrêt cardiaque, quelqu'un qui va me soigner, j'espère, mais je serai plus soignant. Tombez pas quand même. Non, mais... Prendrait pas de chance chez vous. Je pense que je me fais bien comprendre. J'ose penser, moi, que la littérature que j'aime tant et les littéraires et les poètes ne sont pas un parent pauvre dans une société techno-scientifique qui est triomphante. Jean-Désir, dans L'accoucheur en cuissarde, vous racontez des histoires qui sont des histoires vraies dont vous avez été témoin, parfois dont vous étiez l'acteur. Et au milieu d'un univers aride parfois ou qui peut paraître difficile, par exemple quand on est sur la Côte-Nord, mais en même temps qui est d'une grande beauté, des fois il y a de la lumière dans les histoires. Vous racontez notamment l'histoire d'une femme qui vient accoucher, qui hurle, ça se passe très mal, et va sortir de ce qui est un moment d'horreur, j'ai trouvé, moi, dans le livre, quelque chose de beau à la fin. Puis on se dit que des fois, la vie est bien faite malgré tout. Raconte-nous un peu cette anecdote-là que j'ai trouvée fascinante, moi. Ben, en fait,
Je ne sais pas si je peux raconter beaucoup l'anecdote. C'est arrivé souvent que j'ai eu à faire comme médecin, surtout dans la brousse, là, dans le Grand Nord, sur la Côte-Nord, que les premières années quand j'étais à Saint-Pierre. J'aurais envie de répondre à votre question un peu différemment en disant que... Puis là, il faut faire attention de ne pas gloser. Mais d'un point de vue philosophique, je pense qu'il faut insister sur l'immense valeur de la souffrance et je pèse mes mots. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à souffrir toute la gang puis à se flageller ici, là. Mais la société contemporaine dans laquelle on évolue me semble évacuer trop facilement la pertinence et même l'omniprésence de cette souffrance à laquelle on est convié tout le temps. Je ne suis pas en train de dire là, que vive les maux de tout le monde, là, mais c'est inévitable. Accoucher, c'est tough. Ouais. Mais accoucher, souvent, même si c'est tough, c'est mettre au monde. C'est qu'il y a un rapport extraordinairement philosophique auquel on doit réfléchir sur ce rapport de souffrance, de danger immense et de mise au monde. Et ça, il faut... En tout cas, j'aime la littérature aussi parce qu'elle me semble insister là où le monde contemporain a tendance à évacuer en disant « il faut surtout plus souffrir. Refusons la souffrance ». Je trouve que c'est limite nul. Mais bon, je me fais comprendre, là. Je ne suis pas en train de dire Vous êtes trop modeste. Je vais la raconter rapidement, l'histoire. La femme, l'infirmière qui travaillait avec vous, rêvait d'avoir un enfant, n'en avait pas eu. Là, il arrive une femme qui accouche. Ça se passe difficilement. Elle ne veut pas d'enfant. Elle hurle. À la fin, on accouche d'un enfant parfait. La femme qui a accouché disparaît. Elle parce qu'elle se sauve. Oui, c'est le premier accouchement de ma vie, Ouais. à Port-Cartier. Quand même. Oui, puis c'était une jeune fille, là. Puis ça ne tentait pas, puis elle n'arrêtait pas de blasphémer, puis elle voulait me donner des coups de poing sur la gueule. Puis finalement, après 14 heures de travail dingue, là, où j'étais obligé d'appeler un de mes amis pour m'aider à faire un forceps, je suis en train de perdre connaissance. Mais là, un bébé est né parfaitement conforme à ce qu'on voulait qu'il soit. Puis c'est une infirmière assez âgée qui n'avait jamais eu d'enfant qui a dit « Tiens, je vais l'adopter, moi ». Et quelques jours après, elle l'avait adopté. Ça se passait dans un ancien temps où on adoptait avec plus de facilité. Mais voici une histoire belle. Puis cette jeune fille-là qui a accouché, elle se souvient peut-être de son bébé, là, qui a probablement 40 ans à ce moment-ci. Là, mais... Alors, encore une fois, le beau côtoie le lait dans cette histoire-là. La douleur et l'histoire se terminent bien. Vous dites une chose dans le livre, moi, qui m'a touché. Vous dites le médecin dont le travail est de sauver des vies côtoie toujours la mort. Et donc, le médecin qui est un homme de lumière est toujours près de la noirceur. Vous êtes fin de dire que le médecin est un homme de lumière. Je ne suis pas certain, moi, que les médecins sont toujours des hommes de lumière. Ils travaillent à sauver la vie. Je pense que les médecins font plein d'affaires. Là. Ils font du fric quand ils peuvent. Là. Ils ne font pas juste sauver des vies. Même quand ils ne peuvent pas, ils en font ça. Ah, les gars. Mais c'est fatigant. Là. Moi, j'aime beaucoup les poètes parce qu'on sent qu'ils ont moins de facilité à faire du fric. Mais une fois ce dit, c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement noble dans l'idée de sauver une vie. Mais moi, j'ai des étudiants en médecine depuis 20 ans là, et je les aime comme mes enfants. Là. Puis c'est surtout pas l'idée de sauver des vies qui fait que tu deviens soignant et un médecin en particulier. Je parle de mon métier premier. C'est quelque part, tu es en état de service. Tant mieux si tu gagnes bien ta vie, mais d'abord, il faut être en état de service. Mais un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est en état de service avant de passer à la TV. Oui, mais il ne vit pas avec la mort autour quand même, avec toujours autour de lui. C'est vrai. C'est vrai que moi, en tout cas, je pense que je n'aurais pas fait d'études en philosophie ni en littérature si ça ne m'avait pas à ce point choqué ou déstabilisé d'être en contact si aigu avec la mort une fois mes études terminées. Je ne pensais pas que c'était si élevé de rencontrer des gens qui souffrent, qui meurent et qui sont mourants ou qui vont se suicider. Les centaines de suicidaires ou de suicidés que j'ai vus dans ma vie. En fait, j'enseigne en littérature, moi, pour me questionner sur la parole de Camus dans Le mythe de Sisyphe. Il n'y a probablement qu'un seul véritable problème philosophique, c'est le suicide. Je ne pense pas jamais avoir été suicidaire, mais à force d'en côtoyer, je me dis, tiens, lisons donc des textes qui nous permettent de réfléchir sur quelque chose de majeur. Puis je ne pense pas qu'il y ait un individu au monde qui un jour n'ait pas été effleuré par cette idée du suicide et de la mort. Et d'ailleurs, vous dites, la mort nous est commune, même si on la craint en réalité. Et quelque part, on a l'impression que pour vous, la mort étant commune à chacun des individus et des hommes, ça nous rapproche. Je me trompe? Oui. Non, vous ne trompez pas. Ça m'émeut ce que vous dites. Là. C'est certain que je pense que la politique ne nous approche pas beaucoup. Pour faire une blague, là. Mais la mort, oui. Je pense que si les politiciens étaient plus souvent en contact avec la mort, peut-être qu'ils diraient moins de sottises. En tout cas, je dis n'importe quoi, là, mais
comme poète, on a le droit de Vous avez le délirer. droit de dire n'importe quoi. Ouais, non, c'est En ça. fait, si vous êtes poète, on ne vous comprend pas, on pense que c'est normal. C'est ça, c'est Bon. ça, vive la poésie, va bien. parce que là, on peut dire des affaires de même. Mais en tout cas, c'est certain que, en fait, c'est surtout pas une banalité, la mort, pour l'être humain. Puis c'est une finalité pour certains, ça n'en est pas pour d'autres. Moi, j'aime profondément l'univers de la spiritualité à cause de ce questionnement important qui est fait à cause de la mort. Si on n'était pas mortel, je pense pas qu'on serait de la même race ou de la même espèce. Et parlant des épreuves, vous dites au sujet des Amérindiens que ce sont des gens qui ont vécu beaucoup d'épreuves, qui vivent dans un environnement qui les a confrontés au cours des siècles à beaucoup d'épreuves, et que c'est tout ce qu'ils vivent, leur ont conféré une sorte de sagesse. Parce qu'on dit que souvent, les Amérindiens sont calmes, etc. Et donc, cette sagesse-là vient du cumul des épreuves vécues. Oui, puis j'aurais envie, pour poursuivre ce que vous venez de dire, moi, une des raisons qui fait que je pratique encore, je vais à Waswanipi, là, entre Chibougamau et le Bel-sur-Quévillon, 5, 6, 7 fois par année pour gagner ma vie. Mais si j'y vais, c'est surtout pas payant, parce que... prof d'université? je suis chargé de cours. Puis, en fait, j'ai beaucoup d'activités. Je vais en canot beaucoup. Puis, en tout cas, mettons que... Mais je vais chez les Indiens en particulier parce que c'est probablement le groupe, avec les Inuits, qui, dans ma vie, m'a donné le plus de joie réelle à cause de leur sens de l'humour. Même dans la difficulté, même dans le malheur. Puis actuellement, chez les Cris, c'est une société en émergence hallucinante, là. Les Atikamekw ont encore bien du chemin à faire. Les Inuits aussi. La société indienne est majeure dans notre quête identitaire. Mais ce que j'aime, c'est l'extraordinaire rapport à l'humour. J'ai jamais tant ri de ma vie, même en situation tragique. Les Indiens sont drôles. C'est un humour que je partage, puis ils sont pas mal plus drôles qu'à peu près tous les autres groupes que j'ai rencontrés. En fait, je pourrais les remercier. Moi, sans l'univers autochtone, je pense que j'aurais été vraiment, mais vraiment triste de pratiquer dans ma vie. Comme nomade. Et je ne suis pas en train de nier la valeur de la société sudiste dans laquelle j'évolue, mais les Indiens sont plus drôles. Même dans l'épreuve. En fait, je pense qu'ils étaient drôles il y a 3000 ans. Je pense. Je suis vraiment convaincu qu'il y a un rapport à l'humour. Puis il y aura une thèse à écrire là-dessus. Je pense que l'humour québécois est en partie associé à cet humour profond que les Indiens possèdent. L'humour québécois n'a rien à voir avec l'humour anglais, ou l'humour français, ou l'humour américain, je pense. Vous êtes allé aussi, donc, vous avez aussi pratiqué au Nunavik, qui est le pays des Inuits. Quelle différence vous voyez entre les Inuits que vous avez fréquentés, ou les Amérindiens, et les Inuits, qui sont des Autochtones, mais pas une Première Nation, qui ont une origine même, entre guillemets, raciale différente aussi? En fait, je pense que je vais aller vite, là. Il y a à peu près pas de lien entre le monde Inuit et le monde amérindien québécois. Les Indiens et les Inuits sont des Autochtones, oui, mais quelque part, leur vision du monde, leur façon d'être, leur rapport à l'humour, les Inuits, grosso modo, là, sont souvent des êtres très extrovertis d'emblée. Les Indiens, beaucoup plus introvertis, mais c'est une caricature, là. C'est que finalement, je pense que ce qu'il faut considérer, c'est que le Québec est un pays, une contrée qui possède des richesses hallucinantes. Les Inuits, les Atikamekw, les gens de Chibougamau, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis les Inuits sont des groupes qui ont d'extraordinaires choses à échanger parce qu'ils sont, d'une certaine manière, extrêmement différents. En tout cas, moi, j'ai trouvé que votre livre était très beau et empreint d'humanité et en même temps fascinant, très drôle. Vous avez vous-même pas mal d'humour. Il y a quelques fois où on rigole quand même. De choses qui sont arrivées pour vrai. Vous allez nous en lire un court extrait de votre livre, L'accoucheur en cuissard. On a 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Vous avez le temps. En fait, j'aurais envie de vous lire, si j'ai 3 minutes, ce ne sera pas toute l'histoire, mais c'est l'histoire de réelle. 4 minutes, là. C'est une histoire de pêche qui m'est arrivée à Waswanipi. En fait, tout est vrai là-dedans, même si ça a l'air démenti, là. Mais donc, c'est à Waswanipi, un jour, il y a une infirmière qui m'appelle parce qu'il y a un petit garçon. Je vais essayer de sauter quelques paragraphes, là, qui c'était un jeune garçon, une dizaine d'années, qui s'était piqué un gros hameçon à 3 crocs dans la lèvre inférieure en pêchant le doré. Ici, tout le monde pêche le doré, là, mais en sortant le doré de l'eau, le doré il a frappé dans la face, puis là, l'hameçon, il était piqué dans la lèvre. Et là, moi, je raconte ici, l'hameçon à 3 crocs agrippé à la lèvre du patient est impossible à déloger simplement en tirant ou en poussant. Ce n'est pas pour rien que les hameçons ont été inventés munis d'un ou de plusieurs barbillons qui empêchent le crochet de ressortir avec facilité de la chair des poissons. Je me souviens d'un guide de pêche, mais tiens, je vais sauter ce passage-là, c'est une vieille histoire de Côte-Nord.
Dans le cas du garçon de Waswanipi, il me faut inciser la lèvre de manière verticale au scalpel sur 1 ou 2 cm de long, de manière à découvrir le métal tout entier de ce fameux barbillon accrocheur, puis retirer le leurre passablement volumineux qui pendouille comme le font certains colifichets ou bijoux de punk. Le patient démontre un grand calme, remarquable pour son âge. Il paraît même tout fier d'être là, couché sur une civière, non loin de son père qui l'accompagne. Les Indiens aiment ça, être à 2 pieds de leur enfant, là, qui a un crochet dans... Moi, je trouve ça cool que... Mais il ne disait pas un mot, le monsieur. Donc, pendant que je prépare les instruments, le fils explique avec emphase que le poisson qu'il a pris quelques heures plus tôt est immense et qu'il n'avait jamais encore attrapé un doré de cette taille. Il étend les bras aussi largement qu'il le peut. Son père rit. Ce sera le repas du soir pour toute la famille. Accélère, là. Tan, 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 tan. Moi, je fais la musique de pause entre les deux. On continue. Donc, l'enfant est fier, le père encore plus. Moi aussi, d'une certaine manière, content d'être utile à ce genre de patient si content de vivre. Pour arriver à travailler, je demande à mon patient de ne pas trop bouger. Je vais l'anesthésier pour qu'il ne sente rien pendant que j'inciserai sa lèvre, puis je retirerai cet hameçon. Le garçon prétend qu'il pourrait être opéré sans être gelé. Il a une vraie bonne bouille, ce gars-là. Je lui dis qu'il vaut mieux être engourdi. Ensuite, je vais le tout recoudre. Il aura au moins 4 ou 5 points de suture, ce qui laissera pour un temps une petite cicatrice, mais tout ira bien. J'en saute un petit bout. Dès que j'ai terminé l'anesthésie locale, pour laquelle il n'a même pas grimacé, mon jeune patient recommence à placoter en disant que cet après-midi, il retournera à la rivière de l'Esturgeon. En fait, pour le monde qui connaisse le pays, là, c'est Sturgeon Falls. Il y a de l'Esturgeon là, de 20 livres, là, puis du gros brochet, là, vraiment. Là. Puis les Indiens... Le pêcheur est jamais loin, hein? Ben, un brochet de 15 livres, là, c'est vraiment plaisant à pogner, puis il en a tout le temps du brochet. Je sais pas pourquoi. Pour moi, le monde n'aime pas ça, manger du brochet. Même. Il poursuit son histoire de poisson qui s'est détaché au moment où il frappait en pleine face, etc. Cette fois, je lui propose de se taire. Tiens, à un moment donné, il faut être un peu sévère avec les patients. Aussi facilement, je retire l'hameçon et ses 3 crocs, mais la plaie est profonde. Sur l'un des crocs, j'aperçois des résidus, de la terre, un morceau de lombric. Je lave la plaie à grande eau, je nettoie tout du mieux que je peux. Il ne me faudrait pas refermer cette lèvre en laissant dedans une motte d'humus ou une crotte de ver de terre. Au moment où, ganté de manière stérile et travaillant à travers l'ouverture d'un champ, lui aussi stérile, je m'apprête à suturer, le petit frère du blessé entre en coup de vent, dit un beau jour bref à son père et nous apprend qu'il se trouvait lui aussi à la pêche, tout près, sous le pont de la rivière Waswanipi avec un ami. Ils n'ont rien pris, mais quand il a su que son frère était au dispensaire, mon patient s'excite à nouveau, cherche à raconter à son frérot tout ce qui est arrivé. À ce moment, je lui signifie qu'il faut se calmer vraiment. C'est alors que le pêcheur de 7 ou 8 ans plonge une main dans sa poche, en ressort une pleine poignée de lombrics luisants qui bougent, qui font comme une boule de spaghettis vivants, et tandis qu'il se trouve juste au-dessus du blessé, couché sur la civière, il y en a un et un gros, qui chute directement dans le champ opératoire, qui s'étire vers la plaie houille. Et en fait, il était dans la bouche du petit gars. Encore un peu, et cet intrus serpentait, jusque dans la bouche. Le papa rit de bon cœur. Le jeune fils rempoigne la poignée de verre dans quelques-uns tombent sur le plancher. Le blessé se soulève comme s'il voulait se les approprier. Je dois cette fois me montrer sévère pour enfin parvenir à refermer cette plaie qui, je l'espère, n'aura pas été trop contaminée. 10 minutes plus tard, le père s'approche de moi pour me remercier d'avoir si bien opéré son fils. Ce qui est plaisant, c'est qu'il ne m'aurait jamais poursuivi, ça s'était infecté. Tout le monde repart heureux, mais moi, je n'ai qu'une idée, partir à la pêche. Tiens, je vais arrêter ça là. Bravo, Jean Désir. On a l'impression vraiment que dans votre livre, là, ce qui vous guide, c'est cette quête de sens. Et l'humanité, la fraternité, c'est toujours très important dans votre livre. La coucheur en cuissard, vous êtes en signature toute la fin de semaine, j'imagine. Les gens vont pouvoir aller vous rencontrer. Merci beaucoup, M. Désir. Merci.